Salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Comme on l'a vu dans la dernière vidéo, on est en train de voir se mettre en place une vague de correction sur Bitcoin et sur les altcoins. On a eu également énormément de news macro depuis la dernière vidéo, donc on va faire le tour de tout ça ensemble et on va aller du côté des graphes pour voir quels sont les points importants à garder en tête. On commence tout de suite par les news et vous allez voir que côté Bitcoin, mais c'est juste ultra bullish. Déjà, on a GameStop qui a acheté 4710 BTC, de plus bien évidemment. On a la sénatrice Loomis qui a déclaré que le président Trump soutenait un plan pour que les États-Unis achètent 1 million de fucking BTC les gars. Si jamais ce truc là ça passe, Bitcoin à 500 000 ou 1 million de dollars, c'est plus un rêve très lointain, on est en train vraiment de s'en rapprocher. Derrière, on a le ministère du Travail américain qui a annulé les directives de 2022 qui mettaient en garde les fiduciaires contre l'inclusion de crypto dans les plans 401, qui sont les plans de retraite, hein, donc ça y est, on va se mettre à ajouter du Bitcoin aussi dans les plans de retraite américains. Derrière, tweet hyper intéressant de Grégory Raymond qui nous dit qu'il y a un mouvement d'adoption institutionnelle sur BTC qui pourrait franchir un cap majeur d'ici 2026. On parle de potentiellement 4,2 millions de BTC, donc soit 20% de l'offre totale, donc que ce soit par les États-Unis, le Bhoutan, le Salvador, etc., etc. Donc vous voyez là encore plus de news bullish qui nous amène à penser que le BTC il est quand même loin d'avoir fini son bull run. Derrière, on a le géant bancaire espagnol Banco Santander qui envisage de proposer le Bitcoin et les stablecoins à ses clients particuliers. Il compte quand même 175 millions de clients dans le monde et le plus grand prêteur, et c'est le plus grand prêteur de la zone euro. Plutôt hyper intéressant pour l'écosystème. Toujours du côté des pays, bah voilà, il y a le FOMO autour de Bitcoin qui s'intensifie. Hein. Il y a le Pakistan qui va mettre en place une réserve stratégique de BTC qui a été déclarée par justement le PDG du Pakistan Crypto Council. Derrière, on a le président du Kazakhstan cette fois qui a annoncé le lancement justement d'une zone pilote Crypto City dans laquelle les crypto-monnaies pourraient être utilisées pour acheter des biens, des services et même au-delà. Donc voilà, on continue au niveau de l'adoption. Derrière, on a K33 qui est une société de courtage crypto-norvégienne qui adopte une stratégie de trésorerie Bitcoin avec un achat de 60 millions, soit environ 5,5 millions de dollars de Bitcoin, donc plutôt intéressant. Derrière, Banque centrale de Russie qui autorise désormais les institutions financières à proposer des produits dérivés liés aux crypto pour les investisseurs qualifiés. On continue dans cette lancée. Ensuite, on a le maire de la capitale du Panama qui a dit qu'ils avaient une roadmap justement pour lancer une réserve stratégique de Bitcoin. Plutôt quand même hyper intéressant. Le maire de New York qui nous annonce aussi que la ville deviendra la première au monde à émettre une obligation adossée au Bitcoin. Autre news hyper bullish, on a l'ancien président de PayPal qui vient de dire en direct sur CNBC que justement Bitcoin était en train de décoller en ce moment et que toutes les grandes banques étaient en train d'arriver. Elles qui nous ont fait la guerre pendant des années, bah là pour le coup elles sont en train d'embrasser BTC aussi. Autre énorme nouvelle, on a justement le Paris Saint-Germain, donc le club de foot qui a adopté une réserve justement de trésorerie en BTC. Donc là, même si les clubs sportifs commencent à s'y mettre, bah là, ça y est, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Hein. On a la SEC aussi des États-Unis qui a décidé justement de classer sans suite les poursuites engagées contre Binance. Donc ça, plutôt intéressant. On continue vraiment d'avancer du côté de la régulation. Ensuite, alors là, on passe un peu du côté des news un petit peu moins bonnes. On passe notamment sur le côté plutôt macroéconomique. Donc déjà, du côté de la guerre commerciale, on a la mauvaise nouvelle, c'est que la Chine, sans surprise pour certains, selon Donald Trump, a violé son accord avec nous. Au diable, le côté gentil garçon. Donc là, a priori, le Trump, il va se remettre à sortir les muscles. D'ailleurs, c'est aussi pour ça notamment que les marchés reprennent un petit peu une tendance plutôt baissière. On avait aussi une autre grosse nouvelle, un gros retournement de situation. On avait eu la justice américaine qui avait bloqué les taxes justement du Liberation Day, qui jugeait que Trump avait dépassé ses pouvoirs en décidant seul d'imposer ses droits de douane à certains pays. Et finalement, la Cour d'appel a autorisé justement le maintien en vigueur des droits de douane de Donald Trump dans l'attente d'une décision. Donc ça, on est un peu sur un statu quo. Du côté de l'Europe, ils disaient qu'ils étaient en constante discussion justement avec les États-Unis pour finaliser justement ce trade, parce que vous savez qu'il y avait Donald Trump qui avait imposé 50% de tarifs sur tous les biens US justement vis-à-vis de l'Europe. Il s'était finalement rétracté et il avait laissé je sais plus combien de jours, globalement ça allait jusqu'au 9 juillet, pour faire en sorte justement que les négociations puissent avancer avec l'Europe. Donc voilà, apparemment du côté de l'Europe ça avance quand même pas mal. Derrière, côté politique monétaire de la Fed, donc on a le compte rendu du FOMC qui nous confirme une hausse des incertitudes et une pause prolongée sur les taux. D'ailleurs, au niveau des taux, là on a la probabilité de baisse de taux au niveau du prochain FOMC qui est presque à 2%, donc voilà, il y a très peu de probabilité qu'ils baissent les taux. On est à peine sur 24% pour juillet, et par contre c'est à partir de septembre où là a priori ils commencent à réannoncer une baisse de taux qui serait probable. Ça vous savez que c'est le gros catalyseur et le gros événement de liquidité qu'on attend pour faire décoller les marchés crypto. Après, à voir d'ici là, hein, peut-être que les indicateurs économiques vont se dégrader. On a eu les chiffres du chômage qui sont quand même en train de montrer que voilà, le marché de l'emploi continue de se dégrader. Globalement, du côté de l'inflation, ça reste totalement maîtrisé. On a eu le PCE Core qui est sorti, on avait une prévision à 2,5, on est à 2,5. Donc voilà, nous a priori, on pense qu'il y a la Fed a tous les feux verts pour pouvoir baisser ses taux. Mais après voilà, c'est ce cher monsieur Powell qui malheureusement décide de ce côté-là. Derrière, on a du coup, voilà, on a le président Trump qui a du coup rencontré monsieur Powell. Je pense que ça a dû se tirer à balles réelles. J'aurais bien aimé être une petite souris pour voir la conversation. Mais bon voilà, peut-être que potentiellement on aura des news un petit peu plus tard. Mais voilà globalement ce qui se passe au niveau de la macro. Donc avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'à l'intérieur du club, vous profitez d'un accompagnement personnalisé pour qu'on vous aide à créer la meilleure stratégie possible en fonction de votre profil
investisseur. Vous avez accès à des portefeuilles crypto avec des points d'entrée, des points de sortie et des pourcentages d'allocation. Vous avez accès à des alphas de trading qui sont des signaux pour aller surperformer le marché et aller vous chercher un facteur croissance supplémentaire en plus de votre portefeuille. Vous avez nos algos de trading en automatique sur BTC, Ethereum et Solana pour aller vous générer des rendements passifs. Et bien évidemment, vous avez Q42 via lequel vous allez pouvoir avoir un accès anticipé sur un ensemble de nouveaux projets crypto avant leur sortie pour aller générer de super performances. Du côté des ETF sur BTC, donc on a eu voilà quelques jours complètement fous. On a encore clôturé une journée avant-hier là à 432 millions. Alors aujourd'hui par contre, hier on a eu un bel inflow quand même de 346 millions et ça c'est de toute façon aussi lié bien évidemment à l'action. On voit quand même que globalement l'appétence des institutionnels pour Bitcoin est loin d'avoir disparu, donc plutôt cool et on est assez certain que ça va continuer de rentrer dans les jours prochains. On se retrouve du coup du côté de Bitcoin, donc qui commence à mettre en place une potentielle structure de retracement. Je vous rappelle qu'on n'a toujours pas cassé notre structure macro qui reste quand même extrêmement haussière sur BTC. On vient faire toujours pareil, théorie de dos, des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut. Tant qu'on vient pas casser ici le dernier plus bas, qui est plutôt là d'ailleurs globalement au niveau des 104 000 $, la structure macro de Bitcoin, elle reste aussi à long terme. Après, à voir ce qui va se passer notamment au niveau de la macroéconomie, de la guerre commerciale, des annonces potentielles de la Fed. Mais globalement, ce petit retracement, une belle vague corrective là en ABC sur Bitcoin, c'est ça qui a fait notamment que sur les alts, on a eu des vagues qui sont un petit peu plus profondes. Mais après voilà, on verra comment ça va se passer. On voit qu'il y a le RSI qui quand même commence à bien respirer. On se rapproche de la zone des 50. Ce qui serait intéressant, c'est de justement trouver support pour garder un momentum quand même haussier pour continuer cette tendance haussière. Après, si on va se faire un petit tour du côté de la dominance du Bitcoin, comme on l'avait vu dans les dernières vidéos, on avait mis en place quand même un gros drop là, une potentielle retournement dans sa zone de rechargement de short avant justement de voir arriver l'altcoin saison. Mais là, suite aux événements macroéconomiques qu'il y a eu et à l'incertitude qui revient, il y a eu quand même une prise de profit entre guillemets sur les alts et on revient se réfugier dans BTC qui est un actif bien évidemment qui est beaucoup plus sûr au niveau de l'écosystème crypto. Donc globalement de la BTC dominance qui remonte et nous on a vraiment besoin de l'avoir droppé pour pouvoir justement voir cette liquidité se déverser de BTC vers les alts et voir cette fameuse altcoin saison qu'on attend. Après globalement sur Bitcoin, si jamais on doit voir vraiment un retracement plus profond se mettre en place, on a nos 0,382 qui viendraient faire office de support en dessous des 100 000 $. Donc on recasserait le mid-range là, ça serait quand même un peu relou. On recasserait aussi cette zone de fair value gap là qui nous a quand même bien servi de support quand on est rentré dans cette compression avant de repartir faire un ATH. Mais voilà, si jamais le BTC il a besoin de respirer, c'est pas grave. Encore une fois, c'est très important d'embrasser ces moments où les prix sont bas longtemps parce que je veux vous assurer que quand on sera dans cette fameuse altcoin saison, que tous les prix seront au plus haut, on regrettera ces moments dans lesquels on n'a pas pu accumuler plus. Donc vraiment, particulièrement sur les alts, profitez-en, accumulez bien les bonnes cryptos et surtout sur les bons prix d'entrée. Il faut que vous soyez obsédés par le rendement risque. Nous, c'est vraiment ça qu'on essaie de transmettre aux membres du club et on leur dit vraiment, tant qu'une crypto n'est pas arrivée sur un bon point d'entrée, il vaut mieux ne pas rentrer, quitte à rester plus longtemps en stablecoin, être hors market, mais au moins aller saisir les opportunités qui en sont vraiment et qui vont permettre justement d'optimiser ce fameux rendement risque. On verra bien un peu ce qui va se passer dans les prochains jours. Là, globalement, si jamais le BTC, on voit qu'il tient sa fameuse ligne des 50, on pourrait reprendre un momentum haussier. Et si jamais il a besoin de retracer un petit peu plus, en tout cas, le premier arrêt, il serait ici, au niveau du retest globalement des 98 000 $. Du côté d'Ethereum, on commence aussi un petit peu à perdre en force. En plus, voilà, on est venu faire là quand même créer une belle résistance qu'on est venu potentiellement chasser avec cette liquidation. Donc ça, c'est une potentielle structure, ce qui s'appelle en AMD, accumulation, manipulation pour une potentielle distribution. Donc à voir bien évidemment avec ce que va nous faire Bitcoin, mais on voit aussi au niveau du RSI quand même que ça a besoin de respirer. Il y a une divergence qui a été confirmée. Donc a priori, l'Ethereum, il va aussi redescendre, retracer un petit peu plus bas. Si jamais on doit se tirer un Fibo, on a quand même un joli point de convergence au niveau des 0,382 qui viendrait nous faire retester globalement cette zone de résistance là entre les 2250 et globalement les 2100 $. Donc là, why not? Mais après, moi je pense que ça reste quand même un peu haut. Je pense que acheter de l'Ethereum, c'était quand même un petit peu plus bas qu'il fallait le faire. Mais si jamais on a besoin de venir retracer, le premier point d'arrêt au niveau de Fibonacci justement, c'est les 2440. Si jamais on casse, on ira revisiter les 0,5 et si jamais on casse les 0,5 aussi, on ira potentiellement revisiter cette zone de rechargement de longue avant une continuation de tendance haussière, sachant qu'on a cette grande trendline là qui fait office vraiment de support depuis des années maintenant. Vous voyez cette grande trendline qu'on avait cassée pour la réintégrer et refaire justement ce retournement de marché et repartir à la hausse. Donc là, on voit clairement qu'on trouve résistance au niveau des 2800 $. Donc a priori, Ethereum, il aurait besoin quand même de respirer un peu. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ça va peut-être nous redonner des points d'entrée qui seront plus intéressants d'un point de vue rendement risque justement que là où on est aujourd'hui. Du côté de notre ami Solana, pareil, on a fait une belle vague de poussée. On a cassé le dernier plus haut, on a acté le retournement, on est venu éclater la résistance des 160. On trouve un espèce de double top ici au niveau des 185, vague corrective potentielle en ABC. On va venir à mon sens retravailler cette zone de déséquilibre de marché. On est vraiment sur une zone de support. Donc à voir, là pour le coup sur le RSI, on vient de casser la zone des 50. Donc a priori, si on clôture comme ça, on est plutôt parti dans un momentum un petit peu plus baissier sur Solana qui va aussi potentiellement nous redonner des petits points d'entrée sympas. Si jamais vous tirez un Fibo de votre bottom jusqu'au top, premier arrêt 0,382, donc confluence vraiment avec cette zone de déséquilibre de marché. Derrière, si jamais on casse, on ira reprendre
reprendre les 0,5. Là, ça recommence à devenir potentiellement intéressant d'acheter du Solana. Moi, je préférais quand même en acheter aux alentours des 130, mais bon, why not sur un 140, si jamais vous avez notamment pris profit, ça pourrait être un prix sympa pour venir accumuler, mais moi, je pense quand même qu'il est plutôt attendre la zone des 130. Là, c'est vraiment cette zone de rechargement de longue ici, avant une continuation de tendance haussière, et ça nous donnerait globalement des prix moyens d'achat à long terme qui sont hyper intéressants sur sol. Du côté de SUI, même chose. Bon, après une belle poussée, on a acté le retournement en cassant le dernier plus haut, on est venu exploser la résistance ici des 3,10 $, on vient trouver résistance une première fois, on fait pullback, on vient faire un dernier excès haussier, et la belle vague corrective en ABC. Là, pour le coup, la zone de déséquilibre de marché, pardon, elle n'a pas tenu, donc on voit que c'est vraiment les vendeurs qui ont repris la main. Là, a priori, prochaine zone de support, il y a de la convergence aussi avec cette zone de déséquilibre de marché, du coup ici en jaune, au niveau des 3,18 $. Moi, je pense que ça reste beaucoup trop haut à mon sens pour acheter du SUI. Moi, du SUI, franchement, à mon avis, en dessous de 2,50 $. Voilà, je vais commencer à en racheter potentiellement si on revient en zone de rechargement de longue avant une continuation de tendance haussière, mais là pour moi ça reste beaucoup trop haut. On en avait acheté avec le club sous les 2 $, donc moi réaccumuler ici ça me branche pas trop. Donc à voir la profondeur de cette vague corrective, si jamais on est potentiellement dans une ABC qui serait peut-être finie avant une continuation de tendance haussière, à voir. En tout cas voilà, on va voir comment ça se passe les prochains jours. Au niveau du RSI, on a cassé la zone des 50, donc là clairement un momentum plutôt baissier, on a une vraie baisse de volume aussi sur SUI, donc on pourrait revenir visiter à mon sens déjà dans un premier temps les 0,5 et sinon zone de rechargement de longue, et là pour le coup ça commencera à redevenir intéressant d'acheter du SUI. On pourrait revenir travailler cette zone de déséquilibre de marché là qui est clairement affichée ici, donc pour le coup voilà, prochain point d'attention sur SUI, globalement en dessous des 2,50. Du côté de Tao, même chose que sur le reste du marché, belle première poussée, une vague corrective en ABC qui potentiellement n'est pas finie. Là on vient travailler globalement cette zone support au niveau des 400 $, toujours un petit peu haut pour moi pour acheter du Tao. Moi du Tao globalement, je pense que je viendrai en racheter si jamais on casse les 0,382, potentiellement sur les 0,5 à 325 $, ça pourrait commencer à redevenir intéressant. Et sinon zone de rechargement justement de longue avant continuation de tendance haussière. On viendrait retester potentiellement la ligne de coup de CW qui nous avait acté le retournement de marché. Sur le RSI, on a cassé aussi clairement la zone des 50. On part plutôt sur un momentum baissier, donc moi je serais pas étonné que cette vague corrective sur Tao elle soit pas finie et qu'on aille revisiter un petit peu plus bas. Pour moi toujours trop haut là pour acheter du Tao. On en a acheté dans des zones sympas aux alentours des 215 $ avec le club. Donc pour le coup voilà, petite prise de profit de mon côté dans ce coin là. J'ai des ordres qui attendent mais qui sont placés vraiment un petit peu plus bas, sous les 280 $ globalement. Sinon pour moi j'attendrai, et puis c'est pas grave, j'ai toujours un bac de Tao que je garde pour un petit peu plus long terme, et si jamais il revient pas dans les prix d'achat, encore une fois c'est pas grave, vous devez être obsédé par cette histoire de rendement risque. Je sais que je vous bassine avec ça, mais c'est ça qui vraiment va vous permettre d'extraire le plus de valeur possible du marché, en ayant vraiment cherché justement la surperformance mais avec un risque que vous avez bien géré. Du côté de Render, même chose, on a là franchement cassé le RSI au niveau de la zone des 50, donc là a priori on est parti pour aller un petit peu plus bas, vague corrective potentielle en zigzag, donc en ABC qui n'est peut-être pas terminée. Là on prend appui a priori sur la zone des 50, donc on pourrait stabiliser avant de repartir. On est aussi quand même sur une belle zone de support là globalement au niveau des 3,80 $. Mais voilà, si jamais on vient casser les 50, on va retourner faire un petit tour à mon avis dans une zone de rechargement de longue avant une continuation justement de tendance haussière. On ferait une fractalité avec une grande 1, une grande 2, une grande 3, une grande 4, une grande 5. Celle-là on les calculera un petit peu plus tard. Mais voilà, important de toujours pareil, hein, d'acheter avec les bons rendements risques possibles. Là pour moi Render, pas le bon moment d'en acheter. Du côté de NIR, même chose, on vient casser ici le dernier plus haut, on effectue le retournement, vague corrective globalement en ABC qui peut-être potentiellement n'est pas fini. On va voir où est-ce qu'on peut aller se mettre de la convergence au niveau du point d'arrêt, mais globalement on est sur une belle zone support ici hein, aussi au niveau des 2,50. Moi ça reste un poil haut aussi pour en acheter sur SUI, mais après voilà, encore une fois ceci bien évidemment n'est pas un conseil en investissement, mais on voit de toute façon sur NIR, pardon, je vous dis SUI mais c'est sur NIR, on voit sur NIR que de toute façon il y a quand même moins de momentum. Voilà, on est sur la ligne des 50, a priori on est en train de casser, donc il y a quand même de fortes chances qu'on vienne revisiter justement cette zone de rechargement de longue avant continuation de tendance haussière pour être toujours dans notre fractalité d'une 1, une 2, une 3, une 4, une 5, etc. Et ça, on ira les calculer un petit peu plus tard. Mais voilà, si jamais on retourne en zone de rechargement de longue, là potentiellement intéressant de venir en acheter. Moi je pense que sous les 2,20 $, 2,30 $, ça commence à devenir quand même hyper intéressant. Notre ami Avax, même chose, bottom, clac clac, retournement de marché, rejet sur la zone de résistance globalement des 25 $, vague corrective en ABC qui a priori est une zigzag. On n'a pas l'air de vouloir s'arrêter au niveau de la flat. On a cassé justement la zone de résistance au niveau des 50 sur le RSI, donc plutôt momentum baissier. Je pense qu'on va aller revisiter un petit peu plus bas sur Avax. Encore une fois, la preuve qu'il faut vraiment jamais FOMO, il faut attendre les opportunités. Même si nous on fait que de l'investissement dans le club, on a quand même une approche assez trading. On essaie d'être bien actif et bien dynamique dans notre gestion de portefeuille. Et pour le coup, le trading c'est comme les taxis. Quand vous avez un taxi qui est déjà parti, vous lui courez pas après, vous attendez le prochain. Bah là c'est exactement la même chose. Vraiment bien important d'être patient, d'attendre les bonnes opportunités. Là on va très certainement revenir visiter la zone des
0,5 aux 20 $. Si jamais on casse, on ira revisiter la zone de rechargement de longue 0,618, 0,786 qui nous donne aussi de la convergence en plus avec cette zone de support globalement au niveau des 17,50 $. Donc là, ça va redevenir intéressant d'acheter de la VAX pour potentiellement venir prendre la fractalité, c'est-à-dire avoir fait cette grande 1, globalement la grande 2. Là, vous avez envie de réaccumuler pour pouvoir faire justement cette 3 et aller extraire de la valeur avec un risque qui est bien géré. J'en profite aussi pour tous les membres du club, n'oubliez pas, on ouvre la vente Curven sur Q42, je vous ai fait une petite vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la regarder. Projet hyper intéressant en DeFi qui vraiment résout un très gros problème, on rentre à une valo qui est hyper intéressante avec des termes quand même sympas. Donc voilà, si jamais vous avez envie de participer, inscrivez-vous, on ouvre la vente début de semaine prochaine. On se retrouve du côté de nos mêmes préférés, donc Fog qui a été un alpha dans le club sur lequel voilà, on avait bien explosé, là aussi belle vague corrective clairement en ABC. On est en train vraiment de casser ici la zone de support au niveau des 0,006. Là, bonne zone pour rentrer globalement dans le club en dessous des 0,03, sinon pour le coup risque rendement pas optimal. On est en train de casser la ligne des 50, momentum baissier, il y a quand même une belle perte de volume. Donc intéressant de regarder aussi où est-ce que ça nous mène tout ça. Si jamais voilà, on est en zone de rechargement de longue pardon, avant une continuation de tendance haussière. Donc là vraiment le bon point d'intérêt, c'est même moi cette zone de résistance, je trouve que c'est quand même un peu haut. Si jamais vous voyez on a du déséquilibre de marché ici, moi je pense que je reviendrai sur Fog si jamais on revient en dessous des 0,3, là on commence à être sur un bon prix moyen d'achat. Mais globalement voilà, toujours dans cette fractalité de grande 1, grande 2, en vue de choper la grande 3, la 4, la 5, etc. Mais globalement voilà, Fog qui retrace un petit peu. Même chose du côté de Mog, donc Fog je vous rappelle qui est plutôt un bêta de l'écosystème Solana, Mog on est sur un bêta de l'écosystème Ethereum, donc ça c'est intéressant, c'est une crypto qui vous donne, je vous rappelle qu'un bêta c'est justement une crypto qui vous donne une meilleure prime de risque dans l'écosystème en question. Donc Mog c'est un bêta de l'écosystème Ethereum, Fog c'est un bêta de l'écosystème Solana, Bonk c'est Solana, PP c'est plutôt Ethereum, et c'est ça que vous devez aller chercher, vous quelle est justement la crypto, le bêta qui va aller le plus surperformer, le sous-jacent que vous cherchez à surperformer. Parce que entre guillemets c'est toujours pareil, vous cherchez à surperformer votre Solana, votre Ethereum, qui vont eux-mêmes surperformer Bitcoin, etc., etc. C'est toujours la même chose. Mais globalement sur Mog, on a fait une belle vague, hop là où est mon truc. Mais globalement comme je vous disais sur Mog, on a fait une belle poussée ici. On est dans une correction potentielle en ABC. Où est-ce que sont les points d'intérêt intéressants à les regarder globalement? Je pense qu'on va rapidement revenir faire un tour sur Fog à mon avis, au moins au niveau des 0,5, ça nous donne de la convergence avec les 0,608. Si jamais on casse, là on retourne zone de rechargement de longue avant continuation de tendance haussière. Et là on recommencera à trouver vraiment des points d'achat intéressants sur Mog. Et si jamais vous pouvez en choper sur le support globalement des 0,650, ça commence à devenir vraiment très très intéressant. Gros potentiel de perf sur Mog, hein. Pour moi ça fait partie vraiment des bêtas d'Ethereum qui vont le plus surperformer, beaucoup plus intéressant qu'un PP d'ailleurs pour moi. Justement en parlant de PP qui nous a fait quand même une sacrée perf depuis son bottom, il nous avait montré un beau 232%, bon un petit peu moins que les autres alphas qu'on a sortis du club, mais globalement une grande 1 ici, on est à commencer à mettre en place une 2 avant une potentielle 3, etc. etc. Cette fractalité commence à nous montrer une vague corrective potentielle en A, B, C. Quels sont les points d'intérêt intéressants à venir chercher justement sur du PP? Vous prenez votre bottom, votre top local, là vous voyez si on vient ici, globalement je pense que les 0,382 ils tiendront pas, vu qu'on est, on n'a pas encore cassé la ligne des 50 sur PP, il a quand même des fois un peu plus de momentum que les autres, mais si jamais on vient à casser, là on va retourner vraiment plus bas, vous avez là les zones des 50 qui pourraient faire office de support, ou alors zone de rechargement de longue ici avant continuation de tendance haussière, on pourrait revenir travailler justement cet équilibre de marché, on a un volume qui est quand même légèrement ascendant, mais globalement nous on avait pris pas mal de profit sur PP, moi c'est un truc, je sais pas si je vais venir me réexposer, ou en tout cas j'attendrai vraiment des prix d'entrée qui soient hyper intéressants. Notre ami Louis, pareil, on vient faire un bottom au 0,30, on vient acter le retournement de marché en cassant le dernier plus haut, on explose, on vient trouver résistance ici au niveau des 1,30, on est dans une correction aussi potentielle en ABC. Quels sont les points intéressants à revenir regarder? Si on se tient un petit fibo, on est sur les 0,382, mais là on n'a pas encore cassé la ligne des 50, mais je pense qu'on va la casser au vu de ce qui se passe sur le marché de manière générale. Plutôt déjà un premier retour à mon avis au 0,5, au niveau des 0,84, et si jamais on casse, là on recommencera à trouver des zones intéressantes sur le WIF en vue d'avoir fait notre vague 1, venir au bas de la 2 pour faire la 3, la 4 et la 5. On a du déséquilibre de marché à revenir retravailler ici, ça nous donne de la convergence avec la zone support globalement des 0,50. Donc voilà, peut-être que WIF aussi va nous redonner des bonnes entrées sympas. Notre copain Popcat qui nous a donné un super alpha dans le club sur lequel on a pu entrer hyper tôt. Donc là vous voyez, on explose, on fait notre retournement de marché, on explose la résistance des 0,36, on explose la résistance des 0,50, on vient trouver vraiment zone de résistance globalement au niveau des 0,66, on commence une correction en ABC, on a cassé notre zone de déséquilibre de marché ici qui avait fait vraiment bien office de support, mais là il y avait quand même un momentum baissier, on a cassé la ligne de 50, on est clairement baissier justement sur l'accélération, on a un volume qui est descendant, les points intéressants pour le coup à venir regarder du côté de Popcat, et on casse les 0,382, on est en train de potentiellement de casser les 50 et donc du coup la zone de support des 0,40, donc on va a priori retourner dans une zone de rechargement de longue avant continuation de tendance haussière, on viendrait aussi retravailler du coup cette zone de marché, donc là pareil, Popcat qui très certainement aussi nous redonner des points d'entrée un petit peu plus sympas parce que là on a acheté ici, c'est quand même toujours pareil, c'est quand même un peu du FOMO et c'est acheté trop haut et vous optimisez pas votre rendement risque. Le copain bon qui est écosystème Solana, donc belle
belle explosion, on vient casser ici le dernier plus haut, on acte le retournement de marché, on explose, on vient dans notre vague corrective en A, B, C. Où est-ce qu'on va justement potentiellement aller chercher quels seraient les points importants à regarder? Prenez votre bottom, votre top, on a cassé les 0,382, on sera du coup plutôt dans une zigzag, parce qu'on voit que dans la deuxième phase corrective, on a cassé le dernier plus bas. Donc là, les 0,5, ça m'étonnerait qu'ils tiennent. On a cassé le 50 aussi sur la ligne justement du RSI, donc momentum baissier qui est justement confirmé. On a un volume qui est assez descendant. Donc la prochaine zone d'arrêt, la résistance des 0,4014. Si jamais on casse, on viendra déjà potentiellement retravailler ce déséquilibre de marché ici dans la zone de rechargement de longue avant une potentielle continuation de tendance haussière. Et si jamais on casse, on va se donner rendez-vous très certainement sur le support globalement des 0,509. Et là aussi, on recommencera à avoir des points d'entrée hyper intéressants long terme pour du bon. Du côté de Pengu, écosystème abstract, donc toujours pareil, layer de d'Ethereum. Donc ça, c'est aussi un bêta de l'écosystème Ethereum. Donc voilà, on vient faire bottom, on vient casser derrière la zone, le dernier plus haut, pardon, pour acter le retournement de marché. On fait une belle vague haussière en 1, 2, 3, 4, 5, une potentielle vague corrective en 1, 2, 3. Pour toujours pareil, avoir cette fameuse fractalité de grande 1, grande 2, grande 3, grande 4, grande 5, etc., etc. Mais globalement, quels sont les points d'intérêt à garder en tête du côté de Pengu? Si vous tirez un Fibo du bottom jusqu'au top, on a cassé les 0,382, on est en train de travailler des 0,5, on est en train de casser la zone des 50 sur le RSI. On part plutôt sur un momentum baissier a priori. On va, à mon sens, revenir revisiter déjà premièrement la zone support des 0,01. Et si jamais on casse, zone de rechargement de longue qui sera une excellente opportunité d'achat avant justement de faire cette grande vague 1, grande 2 et cette grande 3. D'ailleurs, dans un mouvement, la grande 3, c'est toujours généralement la vague la plus forte. C'est vraiment généralement celle qu'il ne faut pas louper. Donc pour le coup, si on retrouve des points d'entrée intéressants sur Pengu, pareil, c'est top. Moi, j'ai pris un petit peu de profit. J'ai quelques ordres qui attendent d'ailleurs dans ce coin-là. Mais voilà, on pourrait revenir certainement revisiter globalement la zone des 0,0078. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. N'hésitez pas aussi à nous laisser un petit like et un petit commentaire dans la vidéo, ça récompense le travail fourni. Puis voilà, si je devais vous donner les mots de la fin qui, comme vous le savez, ne sont pas un conseil en investissement, je vous partage juste ce qui pour moi fait sens. Mais là, encore une fois, on a quand même sous les yeux la preuve que c'est hyper important de pas FOMO, d'avoir vraiment un plan, de savoir quoi acheter, dans quelle proportion l'acheter, où est-ce que vous achetez et où est-ce que vous vendez. Et surtout où est-ce que vous achetez, parce que c'est ça qui détermine le rendement risque et c'est la chose vraiment sur laquelle vous devez être obsédé. Mais bon, je pense que je vous l'ai assez répété dans la vidéo. Prenez bien soin de vous, que les marchés vous soient favorables. C'était JB et on se retrouve dans une prochaine.